Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce webinaire, sur ce podcast, ce nouvel épisode de Cyril Malka sans divan. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le TOP. En fin de compte, TOP, ça veut dire, c'est une abréviation pour le trouble oppositionnel avec provocation. Je le connais personnellement mieux sous le nom de ODD, Oppositional Defiant Disorder, donc ça me paraît toujours un petit peu bizarre de le dire en français, et j'ai du mal à m'en souvenir en français. C'est un syndrome dont on parle très peu. Tiens, bonsoir Jean-Luc. Je viens de recevoir un petit bonjour ou un petit bonsoir de Jean-Luc. C'est un problème dont on ne parle que très peu en France, et je suppose que du temps où on aille un petit peu plus en profondeur avec ce syndrome, de l'eau aura coulé sous les ponts, et moi j'aurai sûrement plus mal aux dents. Parce que déjà, c'est un très gros problème aujourd'hui de faire comprendre à la plupart des psys ce qui s'appelle les TDA, les troubles déficitaires de l'attention. L'autisme, c'est aussi un problème. Donc d'ici à ce qu'on leur fasse reconnaître les troubles oppositionnels avec provocation, c'est pas demain la veille. Alors, TOP, trouble oppositionnel avec provocation, TDA, trouble déficitaire de l'attention. De quoi est-ce que je suis en train de parler et quelle est la relation? Dans ce webinaire, non seulement je vais parler donc du TOP, des troubles ou du trouble oppositionnel avec provocation, mais je vais aussi parler un petit peu de ce qu'on appelle Conduct Disorder, ou CD en anglais, ce qu'on appelle le trouble des conduites. Alors, le CD est un petit peu différent du TOP, enfin du trouble oppositionnel avec provocation, parce que c'est, comme on le verra un petit peu plus tard dans le webinaire, c'est en fin de compte une aggravation du trouble oppositionnel avec provocation. C'est-à-dire que d'un côté, on a les enfants, parce que c'est aux enfants que ça arrive, et qui ont donc ce TOP, ce trouble oppositionnel avec provocation. Si les choses ne s'arrangent pas à partir d'un certain âge, eh ben cela peut, d'après certains chercheurs, se développer en un trouble des conduites, qui devient donc beaucoup plus important et beaucoup plus grave. Je vais aussi parler un petit peu de ce qu'on appelle donc en anglais ADD ou ADHD, ce qui est Attention Deficit Disorder ou Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Qu'en français on appelle ça le trouble du déficit de l'attention ou trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce qu'on appelle donc le TDA, si c'est un trouble déficitaire de l'attention, ou TDAH, s'il y a de l'hyperactivité. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça, on verra ça dans un instant également. Enfin, on risque de parler aussi un petit peu de ce qu'on appelle Antisocial Personality Disorder, APD, ce qui aussi peut être appelé sociopathie ou psychopathie, ce qui est en français le trouble de la personnalité antisociale, qui est donc un sociopathe, un psychopathe ou un pervers narcissique, comme on peut l'appeler de temps à autre. Alors ça aussi, on va toucher un petit peu le sujet parce que c'est en relation, en fin de compte, avec ces différentes, disons, ces troubles sont de la même famille, si on dit ça comme ça, avec certaines différences. Et surtout, comme on le verra aussi un petit peu au travers de ce webinaire, c'est en principal parce qu'il touche la même région du cerveau, quelque part. Donc, bien entendu, il y a des corrélations. Alors, avant tout, j'aimerais commencer par parler un petit peu, parce que ce n'est pas le sujet du webinaire de ce soir, ça je pourrais en reparler sur un webinaire tout seul, mais on a ce qui s'appelle donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ADD, ADDH, ADHD ou TDA, TDAH, enfin bref, ça dépend un petit peu de la langue qu'on parle. Et en fin de compte, très souvent, on parle d'enfants qui ont des problèmes à se concentrer.
C'est-à-dire que vous leur dites, par exemple, vous leur dites, ben tiens, va ranger ta chambre, et ben le gosse va commencer à ranger sa chambre, et puis pendant qu'il range sa chambre, par exemple, ben tout d'un coup il va tomber sur un bouquin ou sur un truc, il va commencer à jouer, ou il va commencer à s'approfondir dans un truc. Si on lui dit, par exemple, ben, va te brosser les dents et puis va vider la poubelle, eh ben, vous pouvez être presque sûr qu'entre les deux, il va oublier quelque chose. C'est un petit peu comme si son attention est très flottante et un petit peu se déplace très rapidement, un petit peu au gré de différentes choses. Ce sont des enfants qui ont des problèmes de concentration, qui ont une attention un petit peu flottante. Si on, j'avais utilisé cette métaphore à un moment donné, quand par exemple, une personne qui n'a pas de TDA se concentre sur quelque chose. Par exemple, si on lit un bouquin ou si on fait quelque chose, eh ben, imaginez-vous, par exemple, que vous avez plein de fils dans le cerveau qui sont réunis en une tresse ou comme dans un gros fil, plein de petits fils qui sont réunis en une tresse et qui finissent en une prise et la prise, elle est mise quelque part dans votre cerveau. Okay. Quand on se concentre sur quelque chose, c'est ce qui se passe. Une personne qui souffre de TDA, eh ben, plutôt que les fils soient réunis en une tresse, eh ben, les fils ils se baladent un petit peu. Bon, il y a une tresse, mais elle est plus petite que la nôtre. Et puis les autres fils, ils se promènent un petit peu partout et ils se branchent un petit peu par-ci et par-là. Et donc, il y a plein de pensées qui passent au travers de leur tête. Il y a plein de trucs qui leur... Et puis tout d'un coup, ça peut leur faire déplacer l'attention et ils pensent à autre chose et ils font autre chose. Et puis, bon, ben, de fil en aiguille, en fin de compte, ils finissent pas ce qu'ils ont commencé, mais ils finissent autre chose. Ils commencent 5 trucs et ils en finissent aucun. Enfin, bref. Et ça, c'est quelque chose qui commence quand on est enfant et qui peut donc enfin, quand on l'a, et ça reste comme ça peut pas se guérir. Et donc, même en tant qu'adulte, on va avoir cette tendance à être un petit peu du genre papillon. En plus de ça, certains enfants ont donc une hyperactivité qui fait qu'ils bougent tout le temps, ça peut aller très très loin. Vous pouvez avoir des enfants qui sont tellement hyperactifs que, en fin de compte, ils vont dormir 2 ou 3 heures par nuit et le reste du temps, ils vont arracher les papiers des murs, ils vont courir dans la maison, ils vont casser plein de trucs, enfin bref, ils vont faire plein de trucs, ce qui fait que les parents ne suivent pas, les petits frères, petites sœurs éventuellement sont ennuyés par ça, ils ont du mal à avoir des copains, des copines, etc. parce que personne ne les supporte et parce qu'ils ne sont pas idiots, donc même s'ils ont cette hyperactivité, ils peuvent bien voir qu'ils ont des problèmes, que les autres ne les aiment pas, donc ça leur apporte d'autres soucis, enfin bref. Donc ces troubles du déficit de l'attention, ça peut aller très loin. Tous les enfants n'ont pas l'hyperactivité, c'est pour ça qu'on dit TDA H ou TDA sans H. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet de ce soir? Ben, c'est simplement que, d'après les statistiques, 40% des enfants qui souffrent de TDA ou de TDAH développent un trouble oppositionnel avec provocation. Donc, on sait que ces deux syndromes ou ces deux personnalités, si on veut dire ça comme ça, sont en relation l'une avec l'autre. Alors, il y a plusieurs explications pour pourquoi est-ce que les enfants qui ont donc un TDAH ont un si grand pourcentage de troubles oppositionnels avec provocation. Pour certains, c'est parce que, comme ils sont très frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer, ça se développe dans un trouble oppositionnel. Pour d'autres, c'est une façon de survivre, une façon de pouvoir se dégager de certaines émotions, où ils disent que le côté TDA, c'est le côté pensée, le côté cognition, alors que le côté TOP, ou trouble oppositionnel avec provocation, c'est le côté émotionnel du même problème. Et enfin, il y a la solution à laquelle j'adhère le plus facilement, et que c'est parce que tout simplement, ça touche les mêmes endroits du cerveau. C'est en fin de compte dans la même famille, c'est dans la même partie, dans les mêmes endroits du cerveau. Alors, les troubles oppositionnels avec provocation, ou les ODD, qu'est-ce que c'est éventuellement, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors,
Avant tout, avant qu'on puisse diagnostiquer un trouble oppositionnel avec provocation, alors, en gros, je vais entrer un petit peu plus en détail dans un instant, mais en gros, ça va être un enfant qui est parfaitement insupportable et qui est tout simplement toujours en opposition et toujours en conflit, surtout avec les adultes ou avec toute personne qui peut paraître ou qui a une certaine autorité. Donc, c'est un enfant qui, ça commence aux environs de l'âge de 2-3 ans, qui vont entrer directement en conflit avec tout ce qui peut avoir figure d'autorité, tout ce qui peut paraître autorité. On va aller un peu plus en détail dans un instant. Mais comme c'est un développement normal de l'enfant, surtout à cet âge, d'entrer c'est au moment où ils affirment leur personnalité, donc bien entendu, il va y avoir des oppositions à ce que papa et maman disent, mais dans le top, l'opposition est beaucoup plus violente. Il y a quand même une différence entre un enfant qui affirme sa personnalité et un enfant qui souffre de top, où là, ça va vraiment être très violent, il va y avoir des insultes, c'est vraiment tout ce qui a visage ou tout ce qui peut paraître comme une autorité. À partir d'un certain moment, les parents se disent que bon, non, là ça va, on peut plus le gérer, quoi. Là, il y a un truc qui va pas. Là, encore une fois, malheureusement, en France, vu que quand un enfant se comporte mal, on va tout naturellement accuser les parents. Ça fait que beaucoup de parents vont hésiter et même ne pas oser aller consulter parce que quelque part ils vont croire que c'est de leur faute, ils vont avoir peur d'être accusés, ils vont avoir peur de se retrouver sur la sellette et donc on risque d'avoir beaucoup d'enfants qui en fin de compte ont ce syndrome et qui ne vont pas être diagnostiqués, de qui on ne va pas s'occuper tout simplement parce qu'on va avoir peur des retombées. Avant qu'on puisse dire que cet enfant a un TOP ou un trouble oppositionnel avec provocation, bon, maintenant je vais dire TOP, parce que sans ça je ne veux pas finir, il faut que ce comportement donc, qui est assez violent dure plus de 6 mois. S'il dure moins de 6 mois, on va dire non, c'est pas un top, ça va être une période où l'enfant se sent mal pour une raison ou pour une autre, où il y a des conflits, ou peut-être il y a quelque chose qui ne va pas à l'école. Mais avant que ce soit un top, il faut que ce soit un truc qui tienne au moins, ou même voire plus de 6 mois. On estime, enfin d'après les études qui ont été faites, alors pour la plupart c'est aux États-Unis bien entendu, mais donc, on estime qu'environ 10,2% des enfants vont développer un TOP ou le TOP. Ce qui fait quand même un enfant sur 10, un peu plus d'un enfant sur 10, ce qui représente quand même beaucoup. Donc, pensez-y, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer. Jusqu'aux environs de la puberté, il y a plus de garçons que de filles. Il y a une grande majorité de garçons par rapport aux filles. Et les garçons, quelque part, à un moment donné, plus ils évoluent et puis moins il y en a, quoi. C'est un petit peu comme s'ils se remettent un petit peu dans le système. Et donc après la puberté, généralement, s'il y en a toujours, la différence est beaucoup moindre entre les deux. On dira que 11% des garçons vont avoir un top, alors que ça correspond à 9% des filles. Alors qu'auparavant, les chiffres sont beaucoup plus gros pour les garçons que pour les filles. Alors, est-ce que c'est... Parce qu'à un moment donné, je me souviens que dans les recherches à propos des TDA, des troubles déficitaires de l'attention, il y avait une théorie du mûrissement du cerveau. On disait que, quelque part, cela venait d'un cerveau qui n'était pas mûr, quelque part, qui se développait un peu trop lentement. Et cela pourrait indiquer que le cerveau des garçons se développe un petit peu plus lentement que le cerveau des filles. Alors là, j'entends déjà les féministes qui jubilent. Mais oui, apparemment, ça pourrait être une des explications. Pas dit que ce soit l'explication, on est toujours en train de faire des études sur le sujet, mais ça pourrait être une des explications. Lorsque les enfants passent l'âge de 8 ans, environ de 8-9 ans, aux environs de 50% des enfants, ce trouble disparaît, tout simplement. Alors, dans pas mal de cas, bizarrement,
lorsque ce TOP disparaît, les enfants, au contraire, restent avec un TDA, c'est-à-dire donc des troubles déficitaires de l'attention. Un petit peu comme si il y avait ce violent syndrome au départ, et que donc pour certains, le syndrome se déplace ou s'assouplit, et donc se développe tout simplement des troubles déficitaires de l'attention. Alors, les troubles déficitaires de l'attention, ce n'est pas un gros problème. La plupart des gens que je connais qui ont des TDA vivent parfaitement avec. Ce n'est pas un souci, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un certain rythme de vie assez précis, etc. Mais à part ça, ce n'est pas un problème du tout. Et enfin, aux environs de 18 ans, presque 70% des enfants n'ont plus le trouble. Donc, aux environs de 18-20 ans, quand la puberté finit, donc la plupart des enfants, ils ont plus ce problème. Alors, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est exactement que ce problème? Qu'est-ce que c'est que ce TOP? Qu'est-ce que c'est que le trouble oppositionnel avec provocation? Alors, déjà, ça démarre généralement donc à un âge assez jeune, aux environs de 2 ou 3 ans. Et donc, ça va être un enfant qui va facilement et rapidement entrer en conflit avec les adultes, quels qu'ils soient, que ce soit papa-maman, que ce soit la maîtresse à l'école ou le maître, ce que vous voulez. Tout ce qui est adulte va plus facilement attirer ses foudres quelque part. Très rapidement et très souvent, ça va être un enfant qui va se mettre en colère. Et ça va être très rapide. Ça va vraiment venir comme d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. C'est un enfant qui va souvent paraître méchant, qui va souvent paraître vindicatif, qui va chercher la petite bête, qui va très rapidement chercher les conflits et va les trouver. C'est un enfant qui va rapidement ou très facilement et très violemment exprimer des émotions très violentes. Il va vraiment vous dire qu'il vous haïsse, qu'il en a marre de vous, il vous aime pas, il veut que vous mouriez, enfin bref. Ça peut être extrêmement violent dans les paroles. D'accord ? Alors attention, ce n'est pas nécessairement violent physiquement, mais dans les paroles et dans l'expression, ça risque d'être très violent. Il va souvent avoir des difficultés à l'école. Des difficultés différentes, mais entre autres, bien entendu, des troubles de conduite, parce qu'il va surtout être en conflit, justement, avec le maître, la maîtresse, etc. Éventuellement, les enfants plus grands que lui, plus rarement avec les enfants plus petits que lui, parce qu'ils ne représentent pas, en fin de compte, une autorité. Ça va être un enfant très susceptible, il ne lui en faut pas beaucoup pour se sentir blessé, pour prendre la mouche, pour se sentir agacé, énervé par les autres. Rien qu'un son peut le mettre hors de lui. Les sautes d'humeur qu'il aura vont être des sautes d'humeur très extrêmes. C'est-à-dire que plutôt que le conflit monte de petit à petit, ou que, par exemple, il se met de plus en plus en colère, ou il s'agace de plus en plus par rapport à quelque chose, ça va vraiment aller très rapidement, et ça va aller vraiment aux extrêmes. Vous ne faites pas erreur quand vous le verrez, parce que ça peut vraiment aller très loin. Délibérément, il va agacer, il va énerver les gens, et surtout envers les adultes, il va se comporter de façon très grossière. Il va être très grossier envers les différents adultes. Lorsque, naturellement, il fait des bêtises, il va accuser les autres, ça n'est jamais de sa faute. Et il peut se comporter comme un ange envers d'autres personnes, et à la maison, ça va être un monstre, quoi. Presque à l'inverse, dira-t-on, du TDA, où les enfants qui souffrent de TDA et d'hyperactivité, en fin de compte, tout le monde les trouve énormément énervants, parce qu'ils sont toujours en train de faire quelque chose, ils ont toujours le feu au derche. Pour les tops, c'est le contraire. Ça va être un enfant qui peut être super sympa et gentil envers beaucoup de personnes, mais à la maison, envers les autorités, par contre, ça va être un gros problème. Il va
constamment discuter avec vous, tout doit passer par la discussion, tout va être épluché, etc. Et il voudra absolument avoir le dernier mot. Enfin, il n'y a pas moyen de lui faire admettre qu'il a tort. Il peut avoir des difficultés à se faire des amis à l'école ou même à la maternelle, parce que c'est un souci qui commence à un âge donc assez jeune. Et puis il va donc défier, il va provoquer, il va refuser de se conformer aux demandes ou aux règles des adultes. En gros, on peut dire que l'une des différences qu'il y a entre le TOP et les TDA, c'est que un enfant qui souffre de TOP, on va pas lui faire, il va être difficile de lui faire commencer à faire quelque chose. Range ta chambre, ou fais ceci, ou fais cela. Là va être le conflit. Un enfant qui souffre de TDA, donc des troubles déficitaires de l'attention, c'est pas un problème de lui faire commencer quelque chose, c'est un problème de lui faire finir quelque chose. Parce que, bien entendu, il va vouloir vous faire plaisir, ou il va vouloir ranger sa chambre, ou il va vouloir faire ceci ou cela, mais sa pensée va vagabonder, il va se barrer ailleurs, il va finir par en faire autre chose. Donc là est une des grosses différences entre les deux soucis, où c'est très difficile quand on est vis-à-vis d'un enfant qui a donc un trouble oppositionnel avec provocation, de lui faire commencer à faire quelque chose qu'on veut qu'il fasse. Il peut parfaitement voler des choses de la maison, il peut voler des choses à l'école, il va mentir bien entendu sur la provenance de ces objets quand on va lui demander, à la différence de beaucoup de sociopathes qui plus facilement pourront admettre que ça ils l'ont pris parce qu'ils en avaient besoin tout simplement, ils ne voient pas où est le problème. Là par contre l'enfant qui souffre de TOP va plus facilement mentir par rapport à ça pour se protéger. Alors, c'est bien joli tout ça, mais ça vient d'où exactement ce truc-là? Eh bien, l'un des soucis primaires, quelque part, c'est donc là où est l'avant du cerveau, c'est donc en dessous de votre front, quelque part. C'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Et c'est là où se trouve quelque part tout ce qui est nos principe d'organisation, de planification, l'empathie se trouve là aussi, la compassion, c'est un petit peu tous ces principes qui se trouvent là dans le cortex préfrontal. Maintenant, il peut y avoir une lésion, par exemple un AVC ou ce que vous voulez, ou les drogues, l'alcool éventuellement, ou certains problèmes qui peuvent arriver. Il peut y avoir un choc, il peut y avoir un accident. Et donc, s'il y a une lésion dans le cortex préfrontal, excusez-moi, et ben là, on arrive donc à avoir des problèmes à contrôler certaines pulsions, ou des problèmes d'attention, problèmes de pulsion, problèmes d'organisation, on est plus facilement désorganisé, et donc on risque de manquer d'empathie. S'il y a peu d'activité, alors là c'est s'il y a une lésion, Maintenant s'il y a peu d'activité dans le cortex préfrontal, là par contre on va aussi avoir des problèmes d'attention et un problème d'impulsivité, on risque d'être un petit peu impulsif. Si par contre il y a trop d'activité dans le cortex préfrontal, alors là par contre on peut plutôt tomber dans les TOC, les troubles obsessionnels de compulsion, justement aussi les troubles oppositionnels avec provocation, ou alors par exemple quelque chose comme l'anorexie, c'est généralement, enfin on a remarqué que les personnes qui étaient anorexiques avaient une très grande activité dans le cortex préfrontal. Donc on sait quelque part que physiquement, il y a une raison à son comportement, et donc on peut le mesurer, on peut le voir. Alors, qu'est-ce qui peut mener à ces problèmes dans le cortex préfrontal? Ça peut avoir une raison biologique, tout simplement. On peut être né avec ce défaut, pour une raison ou pour une autre. On peut avoir eu une lésion, donc ça peut avoir été un accident, ça peut avoir été un AVC, ça peut avoir été une commotion cérébrale, un choc, ce que vous voulez. Ça peut aussi avoir une raison génétique, tout simplement. C'est quelque chose qui apparemment se transmet génétiquement.
les membres de la famille, si on regarde les membres de la famille d'une personne qui, par exemple, souffre de TDA ou de TOP, eh ben, on remarquera que dans la famille, papa, maman, ou même grand-mère, grand-père, etc., enfin, il y aura d'autres personnes de la famille qui ont ou des TDA ou un TOP, etc. Enfin, on reste dans la même famille et donc on peut constater que ça suit certaines familles. Donc il y a une empreinte génétique en fin de compte de ce trouble. Enfin, l'environnement peut avoir une influence. Le manque de discipline chez les parents, par exemple, peut avoir une influence sur un problème qui existe déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un manque de discipline que l'enfant va développer un TOP. Mais si l'enfant a une tendance à ça, pour une raison ou pour une autre, ou si on laisse faire un petit peu tout ce que l'enfant veut, etc., eh ben, l'enfant ne trouvant pas de limite, ne trouvant pas de... rien n'est interdit, on peut faire tout, eh ben, quelque part, il va facilement entrer, bien entendu, en conflit un petit peu avec tout le monde. Mais si par exemple dans une famille vous avez un enfant qui a un TOP pour une raison ou pour une autre, ce qui fait qu'en tant que parent on va un peu se sentir un petit peu toujours en conflit ou très souvent en conflit. Et puis bah oui, mais dans notre société l'enfant est en roi et a le droit de tout faire, et du fait où on veut pas trop se mettre l'école à dos, le psy de l'école à dos, etc., etc. Bon bah on va laisser couler, on va faire ce que l'enfant veut. Bien entendu, ça va conforter l'enfant que ce mode de fonctionnement, ça paye. Et ce qui fait que s'il a un petit frère ou une petite sœur, eh ben, même si le petit frère ou la petite sœur, à la limite, n'a pas le TOP, eh ben, puisque ça marche avec grand frère, on va faire la même chose. Et donc, ça peut, de cette façon, quelque part, créer un TOP, un nouveau TOP, si on veut dire ça comme ça, même si la personne, en fin de compte, ou même si l'enfant au départ ne souffre pas de ça. Abus de substances, des drogues, alcool, etc. Bien entendu, ça peut aussi avoir une influence. Alors ça, c'est quelque chose d'environnemental. Si on se calme ou si on boit un petit peu trop d'alcool, surtout avec l'alcool, il y a des cellules du cerveau qui se barrent un petit peu à chaque fois. Si elles se barrent au mauvais endroit, bien entendu, ça peut avoir une influence. Alors, si on a un enfant qui a donc apparemment ce TOP, qui a ce problème de la personnalité, avant de voir ce qu'il faut faire, voyons déjà ce qu'il ne faut pas faire. Principe numéro 1, le fait de faire un marché. C'est-à-dire de lui dire, voilà, si tu fais ceci, cela, moi je te donne ceci, cela. Si on se met d'accord, si tu ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela, etc. etc. Au départ, ça peut paraître bien parce qu'on perd un petit peu ce rôle d'autorité. On devient presque copain, quelque part. Hein. On devient partenaire de business. Mais non, votre rôle, c'est d'être parent. Et en tant que parent, vous avez et responsabilité et autorité. Donc, pas de marché. Bien entendu, s'il y a quelque chose qu'il doit faire et qu'il ne fait pas, il va y avoir des retombées. De même principe, s'il fait quelque chose qu'il doit faire, il y a aussi des retombées. Elles seront positives, bien entendu, dans le cas échéant. Mais il faut sortir un petit peu de ce rôle qui fait qu'on est le copain de son fils ou de sa fille, ou la copine, ou la meilleure amie, ou la bonne amie, etc. Ça, c'est quelque part une façon d'éviter de prendre sa responsabilité en tant que parent, et ça ne marche pas comme ça. L'enfant a besoin d'un cadre solide, il doit savoir sur qui compter, et ça veut dire que, dans ce cas-là, on est obligé d'être une autorité, même si c'est désagréable. Ça vient avec le territoire. Ne laissez pas l'enfant contrôler la famille. Alors, disons par exemple que vous devez aller vous devez aller vous balader à Disneyland, par exemple, un truc comme ça, ou aller au cinéma, enfin bref. L'enfant qui est problématique n'a pas rangé sa chambre alors qu'il aurait dû. Si vous lui dites, ok, personne ne bouge de la maison, j'en ai rien à secouer, j'ai déjà vu le film de toute façon, personne ne bouge de la maison tant que tu n'as pas rangé ta chambre. Alors, si
par chance, c'est quelque chose que l'enfant veut voir ou faire, bon, ça va le motiver, c'est un fait. Mais si, d'un autre côté, il en a peut-être rien à foutre, ou si, quelque part, en ne rangeant pas sa chambre, il peut contrôler toute la famille, parce qu'il prive toute la famille de Disneyland ou de films ou de cinéma ou de ce que vous voulez, et bien dans ce cas-là, bien entendu, il va jouer le jeu, parce que quelque part, ça lui donne plus de pouvoir. Donc, dans le cas où vous mettez certaines limites, faites bien attention justement à ne pas poser des limites qui vont faire que quelque part toute la famille va pâtir donc des problèmes qu'il pourra mener. Et enfin, donc, ne vous laissez pas manipuler. L'enfant top est très bon à la manipulation parce que bon, bah, son intelligence, il n'y a rien tout à fait normal. Donc il peut parfaitement voir quand il peut manipuler, ce qu'il peut manipuler, etc. Et puis c'est un petit peu la règle du jeu. Parce que quelque part, quand un enfant va essayer de vous demander quelque chose ou d'être gentil pour obtenir quelque chose, ils manipulent, bien entendu. Et quelque part, ils ont le droit de manipuler jusqu'à un certain niveau. Nous aussi, on manipule. Enfin, tout le monde manipule un petit peu jusqu'à un certain niveau. Mais là, ça va un peu plus loin. Là, c'est vraiment un genre de contrôle sur toute la famille. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ne vous laissez pas manipuler. C'est vous qui menez la barque. C'est vous qui décidez. La maison, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Et c'est vous qui êtes le dictateur, tout simplement. Là, il y a Jean-Luc qui me dit qu'il connaît un enfant qui correspond 100% à cette description. Son père, enfin le père de cet enfant est alcoolique, sa mère une grosse fumeuse, aussi de cannabis. Et croyez-vous que le fait qu'elle ait continué à fumer pendant la grossesse et que son père est alcoolique peut avoir une influence sur la construction du cerveau? Oui, tout à fait. Alors, on sait parfaitement que l'alcool et que le père alcoolique peut-être moins parce que c'est plutôt si la mère est alcoolique que ça peut avoir des retombées directes physiques sur l'enfant. Mais le fait que la mère fume, surtout pendant la grossesse, oui, ça peut parfaitement mener à des soucis de construction du cerveau. Après, on peut dire que dans une famille, par exemple, où le père est alcoolique, ça dénote quand même d'une certaine façon de voir les choses, une certaine façon d'éduquer les enfants, si on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que l'enfant n'a peut-être pas été motivé de façon correcte, etc. Et donc, ça peut avoir une influence supplémentaire sur l'orientation. Enfin, ça peut aussi être on sait, par exemple, que beaucoup de personnes qui souffrent de TDA, de troubles déficitaires de l'attention, ont une forte tendance à ou devenir alcoolique ou avoir une tendance à fumer du cannabis, même les deux, tout simplement parce que c'est une façon de se décontracter, c'est une façon de pouvoir se concentrer plus facilement et de pouvoir surmonter certaines choses. Donc il se peut aussi parfaitement que ou du père ou de la mère ait un syndrome de TDA et que ce soit développé, dira-t-on, de façon plus violente chez l'enfant. Maintenant, il se peut que l'enfant qui est top en ce moment, donc développe tout simplement un TDA tout à fait normal quand il commence à arriver à un âge plus avancé. Alors, que faire pour contrer ce... Là, je peux voir, généralement, j'essaie de rester aux environs d'une demi-heure, mais là, je vois qu'on va encore dépasser l'heure. Je suis vraiment désolé. Alors, que faire pour gérer ce genre de situation? Quelque part, les meilleures méthodes restent les méthodes comportementales, c'est-à-dire tout simplement le principe de la carotte, comme on l'appelle, de la carotte et du bâton, en gros. C'est-à-dire de récompenser les bons comportements et de punir les mauvais comportements. Aussi simple que ça. Alors, quand je dis punir, ça ne veut pas dire donner au gosse une raclée chaque fois qu'il fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et la carotte, je ne veux pas dire non plus lui acheter une PlayStation quand il fait quelque chose qu'il doit faire. Bien entendu, ça doit rester un petit peu, ça doit rester dans la logique des choses, mais il doit y avoir des conséquences.
Pour revenir un petit peu avant d'aller un peu plus loin, pour revenir un petit peu au terme que j'ai utilisé auparavant, si, si l'enfant ne réagit pas vraiment à ces méthodes, il peut s'agir d'un enfant qui a des troubles de la conduite, comme on peut dire, ou même qui a un trouble du comportement à base sociopathe. Parce que les sociopathes ou les pervers narcissiques, comme on les appelle souvent en France, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus à l'âge de 18 ans ou de 21 ans. Un enfant sociopathe est un enfant sociopathe dès le départ. C'est-à-dire que surtout les parents vont remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas à un âge relativement jeune. Mais que, bien entendu, on va avoir certains doutes, etc. Donc on ne va pas mettre d'étiquette dessus. Aux États-Unis, où on utilise la dénomination donc de sociopathe ou psychopathe, etc., on ne pose pas le diagnostic avant que l'enfant ait 18 ans. Donc, quelque part, ce trouble du comportement ou ce trouble de la conduite dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, où on dit qu'un enfant qui a un TOP, et à partir de l'âge de 8, 10 ans, 12 ans, etc., ça ne s'arrange pas, ça devient un trouble de la conduite et ça peut mener à la sociopathie. Quelque part, c'est plus probablement une erreur de diagnostic en disant que l'enfant était sociopathe dès le départ, mais que donc les symptômes ont été de plus en plus évidents avec le développement de l'enfant. Une des choses qui est très différente entre l'enfant sociopathe et l'enfant donc qui souffre de TOP, c'est que l'enfant sociopathe n'en fera qu'à sa tête. Que vous lui disiez de faire quelque chose ou pas, il en a rien à secouer, il fera comme il le veut. L'enfant sociopathe n'a pas vraiment d'empathie, a beaucoup moins d'émotions et les donne beaucoup moins et plus facilement, en fin de compte, jouera la comédie des émotions. Que ce n'est pas le cas d'un enfant qui a un TDA ou d'un enfant qui a un TOP. Là, les émotions sont là, l'empathie est là quelque part, mais il y a ce fameux conflit. Donc, quand vous allez utiliser la méthode donc, de la carotte et de la punition, avec un enfant sociopathe, ça ne marchera pas parce qu'il n'en a rien à secouer, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, peu importe. Ça marchera par contre avec l'enfant qui souffre de TOP, parce que lui, il veut toujours quelque part faire partie de la famille et faire partie donc de du cercle familial, et il veut bien qu'on l'aime, il aime bien les autres, etc. Il a les émotions qui sont là. Donc, en mettant des principes carrés et un rythme carré, il y a plus de possibilités que l'enfant s'en sorte. Et c'est sûrement l'une des raisons pour laquelle il y avait moins d'enfants TOP auparavant qu'il y en a aujourd'hui, parce qu'il y a 30, 40, 50 ans, on avait quand même des règles beaucoup plus strictes pour ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, etc., etc. Et donc il y avait un cadre beaucoup plus strict et beaucoup plus visible. Et donc les enfants pouvaient plus facilement se déplacer dans ce cadre et savoir ce qu'il y a à faire. Parce que c'est justement l'un des principes très importants dans le truc, c'est qu'il doit y avoir un rythme journalier, un rythme quotidien relativement strict. On mange à la même heure, plus ou moins bien entendu. Il va y avoir, on se lève à telle heure, on va faire ceci à telle heure, on se brosse les dents à telle heure, on va au lit à telle heure en semaine et on va aller au lit à telle heure en week-end où on a plus le temps. Donc ayez un rythme de vie, ayez un rythme strict et quotidien qui est un cadre dans lequel l'enfant peut évoluer. Ce qui fait que l'enfant qui souffre de TDA ou qui souffre de TOP n'a pas à s'inquiéter du cadre, il connaît les règles. Il sait parfaitement à quelle heure on va au lit, à quelle heure on se lève, à quelle heure on mange, à quelle heure on fait ceci et cela. Limiter tout ce qui est temps de TV, de jeux vidéo et de musique. Oui, c'est vrai, il risque de s'ennuyer un petit peu de temps à autre, mais quelque part, ça peut aussi le rendre plus créatif. Donc, ayez des règles strictes pour ce qui est quand est-ce qu'on regarde la télé, quand est-ce qu'on joue aux jeux vidéo, quand est-ce qu'on écoute de la musique, quand est-ce qu'on travaille, etc. Si les règles ne sont pas suivies, les conséquences qui suivent doivent être immédiates. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le punir dans 3 jours pour quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. De même, quand il fait quelque chose de bien,
Souvenez-vous, bien entendu, bon, faut pas non plus le mettre sur un piédestal, mais n'ayez pas peur de lui faire des compliments et d'apprécier à haute voix que waouh, tu l'as fait, c'est bien, c'est sympa, c'est super. Mais ça aussi, ça doit être immédiat. Vous n'allez pas lui faire un compliment 4 jours après la chose qu'il a faite. La punition, c'est la même chose. Ça doit être immédiat, ça doit être quelque chose de juste. Donc il ne faut pas aller à l'extrême ni dans l'un ni dans l'autre. Et il faut que ce soit cohérent par rapport à ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. S'il y a donc problème, s'il y a un souci, s'il y a punition, donc ne punissez que l'enfant qui a fauté. Bon, je sais que ça paraît évident, mais justement, dans quelques punitions du genre, personne n'ira manger tant que tu n'auras pas fait ceci ou cela. Dans ce cas-là, c'est d'autres qui aussi portent, dira-t-on, la punition. Donc, ne punissez que l'enfant qui a fauté. Et enfin, expliquez surtout pourquoi vous punissez. Ça, c'est extrêmement important que l'enfant sache et comprenne que ce n'est pas pour être méchant, que ce n'est pas pour ceci, que ce n'est pas pour cela, mais que vous avez cette règle, que tout le monde doit le faire, etc. Et donc, comme tu ne l'as pas fait, voilà, c'est le résultat. Quand vous avez annoncé ou quand vous avez expliqué à l'enfant que, écoute, mon pote, on mange à telle et telle heure, etc., etc., enfin, quand vous lui avez donné les règles et quand vous lui avez dit, si tu ne le fais pas, ceci ou cela arrivera, eh bien, s'il ne le fait pas, il faut que ceci ou cela arrive. Donc, c'est pour ça que votre punition doit être juste et cohérente, parce que si vous lui avez dit, si tu ne fais pas ceci ou cela, je t'arrache les yeux, ça c'est totalement débile parce que vous ne le ferez pas. Et les enfants qui souffrent de TOP, tout comme les enfants qui souffrent de TDA, prennent les choses beaucoup au premier degré. Donc, ne promettez pas quelque chose que vous n'allez pas tenir et ne menacez pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou qu'il ne serait pas logique de faire. Mais par contre, il est important d'expliquer pourquoi vous punissez. Voilà, donc en gros, un cadre bien cadré, des règles logiques. Bien entendu, il ne faut pas mettre des règles un petit peu n'importe comment, bien entendu. C'est encore la meilleure façon, quelque part, de sortir ou d'aider l'enfant à sortir de ce syndrome. Qu'il sache où s'en tenir, comment s'en tenir, à quoi s'en tenir, quelles sont les retombées de ceci et de cela. Dites-vous bien que si vous ne lui faites pas comprendre ça à votre enfant, c'est la vie qui lui fera le comprendre, et dans ce cas-là, ça risque de faire beaucoup plus mal. Donc, autant le préparer, autant l'armer, et autant l'aider à se développer. Voilà, c'était le sujet pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de vous avoir tenu la jambe presque 3/4 d'heure. Vraiment, la prochaine fois, je vais faire de mon mieux pour me tenir à une demi-heure. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie d'entendre sur un certain sujet, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à cyril@malka.fr. Et puis, si c'est quelque chose que je n'ai pas fait auparavant, aucun problème. Je verrai comment je peux mettre ça en vidéo ou en podcast. Sans ça, on se revoit d'ici une petite quinzaine de jours. Alors, je vous souhaite à tous une bonne quinzaine. À bientôt pour un nouveau podcast, un nouveau webinaire. Bonne soirée. Au revoir.